Dans l'histoire de la Puisaye, on se projette à quelle période, Pierre Denner? Alors avant de parler de la période, je ne sais pas si on m'entend bien, avant de parler de la première période, parce qu'on peut monter aussi loin qu'on veut et il faut bien choisir non pas une date, mais un moment où on commence à parler de quelque chose. On peut parler de la préhistoire, mais là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement poyodin? Je ne pense pas. L'idée, effectivement, plutôt que de faire un exposé historique, chronologique, et quelque chose qui nous fasse brosser 2000 ans d'histoire, la réunion d'aujourd'hui, le but c'est quand même d'essayer de dégager des faits saillants, des tendances, des éléments qui vont nous permettre de parler d'identité. Alors, en ce qui concerne la Puisaye, c'est pas un scoop, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses qui rattachent la Puisaye à d'autres choses, à d'autres régions, à des grandes tendances de fond du territoire national. Et puis là-dedans, peut-être, il y a des choses spécifiquement poyodines. C'est pas toujours les plus faciles à trouver. On trouve plus facilement comment se rattacher à la grande histoire que ce qui est particulier à un territoire. Mais le but de cette journée, justement, c'est de faire émerger un début d'identité. Pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais de se dire, tiens, au fond, à travers les époques qui succèdent, ça, c'est peut-être particulièrement à nous, plus qu'aux autres. Voilà, donc mon exposé, évidemment, il va être chronologique, entre, on va dire, comme tu le disais à l'instant, les Celtes et l'an 1000. Et là-dedans, il va être thématique, on va dégager des grandes tendances, et puis on va essayer de voir ce qui fait de la Puisaye, la Puisaye. Parce que moi, depuis longtemps, ça fait très longtemps que ça m'intéresse. Alors, je ne suis pas proprement parlé historien, hein. J'ai une formation, je suis historien et archéologue de formation, mais j'en ai jamais fait mon métier. Donc, on va retirer ça de ma carte de visite. Je n'ai pas la prétention d'être historien. Et voilà, mais ça m'intéresse depuis très longtemps. Et depuis une vingtaine d'années, les réponses à la question de qu'est-ce que la Puisaye m'ont jamais vraiment satisfaite. La littérature, depuis le XIXe siècle, porte un certain nombre de faits sur l'origine de la Puisaye, de ce qu'est la Puisaye de toute antiquité. Bon, il y a des choses, il y a le terrain humide, il y a la forêt, il y a la grande histoire qui la traverse. Il y a l'étymologie du nom aussi. Là, franchement, c'était pas très convaincant. J'ai eu envie d'aller creuser un petit peu. Et petit à petit, à travers d'abord ce nom de Puisaye, qui donnait lieu à des étymologies, à mon sens, un peu tirées par les cheveux, en tout cas pas très étayées scientifiquement, j'ai essayé donc de tirer le fil et de me demander mais pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là, il y a une région qu'on appelle la Puisaye. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que c'est que la Puisaye? Parce que on nous dit beaucoup que la Puisaye existe en tant que telle, qu'elle a une forte personnalité, que c'est une région naturelle, donc elle est définie par un terrain, un terroir précis, et en même temps on nous dit en parallèle que c'est une frange, une marge, une limite entre des grandes régions, entre la Bourgogne, le Nivernais, l'Île-de-France, la Champagne, l'Orléanais et le Berry de l'autre côté. Donc on nous dit à la fois que c'est une marche, une terre de transition qui n'a jamais eu d'entité politique centralisée forte, et en même temps on nous dit qu'elle existe en tant que telle et que c'est la nature qui lui a donné son identité. Bon. Vous trouvez ça dès le début du XXe siècle, chez Goujon en 1911, qui écrit un livre qui s'appelle La Puisaye, essai de définition d'une région naturelle. Et déjà, c'est assez contradictoire. Il parle d'une région dont le sol donne son unité, dont le paysage issu du sol apporte également une unité, mais d'un point de vue historique, il constate qu'en permanence, en Puisaye, on est partagé. On est partagé à la période antique entre le peuple sénon et le peuple éduin, on est partagé pendant le Haut Moyen-Âge entre plusieurs diocèses, on est partagé pendant la période médiévale classique entre un tas de pouvoirs féodaux, et finalement le pouvoir royal également fait que voilà, il y a un bailliage d'un côté, une coutume de l'autre, enfin les juridictions royales découpent la Puisaye également.
Donc au fond, cette soi-disant unité géographique et naturelle, on ne la retrouve pas dans l'histoire. Et à regarder de plus près, on ne la retrouve pas non plus beaucoup dans l'architecture et finalement dans le sol, puisqu'on va avoir une puisée de la brique et du pan de bois plutôt vers le nord, on va simplifier, et puis on va avoir la puisée du grès ferrugineux avec des constructions qui changent quand même beaucoup quand on va aller vers le sud. Donc, toujours cette question, moi, qui m'a préoccupé, pourquoi la puisée? Alors l'étymologie du nom, alors on voit beaucoup de liens, de rapports entre le latin puits, donc puteus, et l'origine du mot puiser. En gros, la puisée, ça fait penser à puits, ça pourrait avoir une origine latine dans le nom du puits, et donc on aurait en puisée l'idée de l'eau, toujours. Alors effectivement, en puisée, on a des étangs, on a beaucoup de cours d'eau, on a un sol humide, argileux, qui retient l'eau. À la différence de la forterre, là, la différence est très marquée. Mais quand on se repenche sur les sources, et qu'on va chercher les premiers textes dans lesquels on voit apparaître un nom qui désigne la puisée, et je ne vais pas rentrer dans le détail, et on est déjà loin dans le détail, on a une racine latine qui se dégage, qui n'est pas le puits, puteus, mais qui est podium, qui est le monticule, et qui survit dans l'appellation de ses habitants, les Poyodins. P-O-Y, c'est comme le P-U-Y, le puits, ou le puits, c'est le monticule. Alors c'est pas forcément la montagne, hein, c'est pas la chaîne des puits, c'est pas la puisée. Mais l'origine de la désignation de ce territoire, c'est à la fin du Haut Moyen-Âge, hein, les premiers textes qui voient apparaître la puisée, on est plutôt dans l'idée des monticules, des podiums, plutôt que dans l'idée du sol et de l'extraction de quelque chose. Puisque la puisée, c'est pas que de l'eau, c'est aussi de l'ocre, c'est aussi la terre, évidemment. Donc j'ai tiré ce fil-là, et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'on aurait une origine du mot plutôt sur podium, le monticule, que sur le puits, l'extraction, ou l'eau, ou voilà, le sol. Et le deuxième indice qui m'a intéressé, ça a été la création de la cité d'Auxerre et son prolongement, qui est le diocèse d'Auxerre, pendant le Haut Moyen-Âge, et ensuite le Moyen-Âge classique. Quand on regarde la carte de cette cité d'Auxerre, d'abord on ne sait pas, la création de la cité d'Auxerre, je crois que c'est la fin du IIIe siècle, on ne sait pas si c'est un territoire qui est pris plutôt chez les Éduins, le peuple gaulois du sud, ou chez les Sénons, le peuple gaulois plus au nord. Là encore, la puisée est un peu à cheval entre les deux, et on n'a pas de certitude là-dessus. Donc l'Empire romain crée la cité d'Auxerre. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a la création d'un territoire qui n'existait pas avant? Et quand on regarde la carte du premier diocèse d'Auxerre, on remarque qu'on a Auxerre à l'est, nord-est, et que le territoire du diocèse d'Auxerre, peu ou prou, c'est la puisée. En tout cas, c'est une puisée. Et on a donc un chef-lieu antique qui est là pour administrer un territoire complètement excentré. On peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ce chef-lieu n'administre pas un territoire à peu près centralisé sur sa géographie? Et quand on se demande ce qui se passait en puisée à ce moment-là, pendant l'Antiquité, on se rend compte que la principale activité, et celle qui a laissé le plus de traces, et dont on est en train de se rendre compte qu'elle était colossale par son intensité et son volume, c'est l'industrie du fer. Une industrie qui a commencé sur notre territoire pendant la période gauloise, la période celte, à partir du 7e, 6e siècle. On a des datations en forêt de Saint-Fargeau qui commencent au 6e et qui se prolongent, et ensuite pendant la période romaine. Et quand les archéologues qui s'intéressent à la question en ce moment en puisée étudient les ferriers, il y en a entre 3 et 4 000 qui ont été répertoriés en puisée quand même. C'est-à-dire que le territoire, à un moment donné, pendant près de 1000 ans, a été entièrement couvert par cette petite industrie. Alors ce n'est pas des hauts fourneaux de l'Est et du Nord, hein, c'était des fours en terre cuite grands comme ça, mais il y en avait des batteries, il y en avait des milliers. Donc c'est ce qui se passe à cette période-là. Et qu'est-ce que font les Romains quand ils mettent la main sur une région plus ou moins nouvellement conquise? Et pourquoi est-ce qu'ils vont administrer des provinces lointaines de Rome?
pour attraper les ressources et irriguer l'Empire. Hein, il y a un appétit en ressources naturelles. Bon, c'est toujours vrai aujourd'hui, et l'Empire romain est un bon exemple pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe au IIIe siècle, au moment où on crée ce territoire administratif romain? Eh bien, c'est la mise en coupe réglée de la ressource en fer, en minerai de fer, de la puisaye. Cette petite industrie existait à l'époque gauloise, et les archéologues voient qu'à partir de la période romaine, j'allais dire à la romaine, ça devient administré, normé et colossal en intensité. C'est-à-dire que là où les Gaulois ramassaient et fabriquaient, les Romains mettent une armée qui ratisse le territoire, qui exploite la ressource en minerai et qui font du métal, du métal, du métal. Bon. À la fin de l'Empire romain, on puisait, il n'y a plus un gramme de fer dans le sol. Il y en a un petit peu encore sous la forme du grès ferrugineux, mais qui est moins riche, mais il n'y en a plus, quand on se promène dans les champs, il n'y en a quasiment plus sous la forme de minerais comme de la marcassite, qui était le minerai natif le plus riche qu'on trouvait quand on se promenait, comme on trouve aujourd'hui des silex dans les champs. C'est-à-dire que vu les quantités de minerais qui ont été fondus pendant la période antique en puisait, et la quantité, les millions de mètres cubes de scories qui nous restent dans ce qu'on appelle les ferriers en puisait, qu'on croise à tous les coins de bois, le minerai natif en puisait était aussi présent que le silex que vous voyez dans les champs. Il y en avait partout. Bon. Quand les Romains s'en vont, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est le système romain. Et donc, quand on superpose cette carte du diocèse d'Auxerre, antique cité d'Auxerre, et la puisait, on se rend compte que, peut-être, et là encore, je n'ai pas de certitude, et je n'ai pas la prétention d'avoir fait des recherches suffisamment précises pour arriver à la conclusion, mais on a peut-être un lien direct entre la création d'un territoire avec pour chef-lieu la cité d'Auxerre et l'exploitation du minerai de fer en puisait, qui est l'industrie majeure à l'époque, la ressource stratégique majeure de la fin de l'Antiquité, pour les Romains. Bon. Et qu'est-ce qui reste après? Parce que je tire le fil, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on appelle ce territoire la puisée? On parle beaucoup, dans la littérature traditionnelle de la puisée, de son aspect boisé. La puisée, grande forêt, la puisée, sol humide, de toute éternité, entre guillemets. En réalité, pendant l'exploitation de ces ferriers, et pendant la période gauloise qui a précédé l'exploitation intensive par les Romains, on a probablement un territoire qui est assez agricole. On a des noms et une toponymie celtophone en puisée qui nous fait penser qu'il y a des occupations humaines et donc des domaines agricoles en parallèle de cette exploitation du fer. Donc on a un territoire qui ne change pas fondamentalement des autres campagnes de Gaule avant l'arrivée des Romains, c'est-à-dire une campagne agricole, peuplée, agricole. Et puis à un moment donné qui se spécialise quand même sur l'exploitation du minerai de fer. On parle des âges du fer, c'est pas pour rien, et donc c'était déjà du temps des Celtes une ressource stratégique. La puisée des bois, la puisée des grandes étendues sauvages, c'est plutôt la puisée qui suit la période romaine et qui apparaît à l'abandon de cette industrie. Et on a en fait un territoire qui est constellé de petites collines, les podiums dont je parlais tout à l'heure, qui sont ces monticules qu'on voit à l'époque à perte de vue. Maintenant, on les retrouve un peu en forêt, dans les endroits qui n'ont pas été trop chamboulés, mais auparavant, c'était dans les champs, c'était partout dans la campagne. Les occupations dont on trouve des traces au sol maintenant, dans les champs en forêt, je vous dis, il y en a à peu près 4000 qui ont été recensés par Jean-Pierre Piétac, ça couvre tout le territoire. Et donc on avait une espèce de terrain bizarre, de petits terrils partout, dont les plus grands pouvaient faire 20 mètres de haut quand même, et dont les plus petits faisaient quelques mètres, mais on était quand même en face d'une campagne qui était très étrange. Donc pour les contemporains du Haut Moyen-Âge, ce territoire-là était un territoire en friche, qui avait connu une période de gloire et qui retournait à la forêt, en fait. Et donc la puisée des grandes étendues boisées, c'est d'abord cette forêt-là d'un territoire qui revient à la vie sauvage. Et c'est à la fin de cette période, au moment d'ailleurs où on nomme la région voisine le Gâtinais, en rapport aussi avec son aspect de friche, mais pour d'autres raisons, qu'on voit apparaître la dénomination de puisée. Et mon hypothèse, c'est que la dénomination de puisée, c'est donc le pays des monticules, le pays des ferriers. Et que cet aspect sauvage, qui a frappé les gens évidemment
par rapport à des zones et à des régions plus cultivées, c'était la première chose qui les a frappés et qui a laissé son nom dans l'histoire, c'est le pays des monticules. Donc podium plutôt que puits. Voilà. Voilà un peu le cheminement de ma pensée pour expliquer effectivement l'origine de la puisaye en tant que mot et en tant que région qui a une existence propre. C'est-à-dire, oui, une région naturelle, finalement, mais pas par ses cours d'eau, son sol humide. Le sol humide, quand vous quittez la Puisaye par le nord-ouest et que vous avancez un peu dans le Gâtinais, la plaine entre Villeneuve-les-Genêts et Blénaud par rapport à la plaine après Blénaud et après Rosny, bon, vous n'êtes pas frappé par un paysage qui change. Vous ne trouvez pas comme si vous alliez côté Forterre, d'un seul coup, sur une géographie, un sol, où vous vous dites, là, on est dans un autre terroir. Il y a une transition douce. Si on traverse la Loire et qu'on va dans le Berry, tout de suite après, en passant de la Puisaye du Loiret au Berry du Cher, on ne se dit pas, mon Dieu, on est tout de suite dans quelque chose d'autre. Bon. Donc, oui, une région naturelle, mais plus par sa ressource minière et donc par son sol et par le fait que ce sol a été exploité. Donc c'est pas une région naturelle pure, j'allais dire, c'est une région naturelle qui a donné lieu à une exploitation intensive qui lui a donné son nom, par son aspect à un moment donné dans l'histoire. Bon, voilà un exposé un peu trop long, mais pour expliquer ce qui est pour moi l'acte de naissance de la Puisaye en tant que telle, qui est donc la richesse de son sol. Et puisqu'on parle aujourd'hui d'identité, c'est intéressant comme un élément du débat et un élément de la réflexion pour le reste de la journée, de se dire que finalement la Puisaye a toujours été une périphérie. On parle beaucoup de la diagonale du vide, de la périphérie des grandes villes, de la Bourgogne buissonnière pour attirer du monde de région parisienne, et que finalement la Puisaye a toujours été une périphérie, a toujours été une marge, qu'elle a toujours intéressé les puissances de proximité ont toujours été intéressées par cette marge, parce qu'elle a eu une richesse à proposer, qui a été identifiée, et que cette richesse a été exploitée, en l'occurrence dans son sol. Et après le métal, hein, qui a été absolument stratégique et primordial à l'échelle de l'Empire entier, il y a eu la terre, il y a eu évidemment la tradition potière, il y a eu les ocres, il y a eu le bois, qui a été aussi une source de richesse pour la Puisaye. Il y a des familles de Puisaye, notamment à Mézy, qui ont bâti leur fortune sur le commerce du bois. Donc c'est une région naturelle, mais pas en tant que telle qui existerait par la géographie. C'est une région naturelle qui existe et qui tire son identité de ce qu'on en a fait. Et je pense que ça, c'est un début de définition de l'origine de la Puisaye. Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce qu'il faut recentrer les choses? C'est vraiment très bien, mais quelles étaient les grandes puissances? On est bourguignon, on est champenois, on est quoi au début du commencement de l'histoire? Et enfin, parce que après Michel Pillot va probablement embrayer sur les grands personnages qui ont fait la Puisaye, quels sont à cette époque-là les grands personnages de Puisaye? J'ai en tête Momol Ier. Oui, Momol, c'est un personnage, toi, qui te tient à cœur, qui n'a pas forcément un lien direct avec la Puisaye, qui gravite dans l'entourage des rois mérovingiens et qui apparaît dans les chroniques des évêques d'Auxerre. Donc, à part un surnom Momol, qui est d'ailleurs traduit du latin comme étant Momol et qui a dû bien faire marrer les traducteurs au moment où ils l'ont fait, en dehors de ça, on ne peut pas vraiment le rattacher à la Puisaye, malheureusement, mais on trouvera. Pour les événements des années prochaines, on fera en sorte que... Y a-t-il un grand personnage à ce moment-là? Est-ce que ce sont les comtes de Champagne? Est-ce que ce sont les ducs de Bourgogne? Est-ce que ce sont les rois de France? Qui est, à cette époque-là, le grand organisateur jusqu'à l'an 1000. Après, je passe la parole à Michel. Et là, on rentre effectivement en Puisaye. À partir de l'an 1000, et légèrement avant, on voit émerger en Puisaye, au moment où la féodalité termine de concasser le pouvoir régalien pour le mettre dans les mains du plus petit baron local, c'est à ce moment-là qu'on voit émerger des figures politiques locales qui ont du pouvoir. Mais avant l'an 1000, on rattache ça effectivement au pouvoir mérovingien, au pouvoir carolingien, aux évêques surtout, qui sont la colonne vertébrale politique, puisque les évêques de la fin de l'Antiquité et du premier Moyen-Âge sont des grands aristocrates qui prennent la crosse et la mitre, mais qui sont d'abord des personnages politiques éminemment puissants. C'est par eux qu'on trouve les premières mentions, d'ailleurs, du nom de Puisaye,
c'est eux qui organisent le territoire. À Auxerre. C'est à Auxerre. Donc là aussi, À Sens. à ce moment-là, c'est Auxerre. Et on a Saint-Omer, qui est le premier à faire une liste des paroisses du diocèse d'Auxerre, dans laquelle on découvre les noms de l'époque pour nos communes, une partie d'entre elles. On a évidemment Saint-Germain, qui est une figure très importante, qui est moins purement locale, mais qui est quelqu'un qui a un rôle sur la scène politique internationale, on peut le dire comme ça à l'époque. Et puis ensuite, une succession d'autres évêques qui sont plus ou moins glorieux et qui ont plus ou moins laissé de nom dans la grande histoire. Mais c'est la colonne vertébrale politique du temps, absolument. Mais ce ne sont pas, à proprement parler, des lignages locaux. Ce sont des gens qui font carrière sur l'Europe entière, en fait. Ces gens-là. Et donc, qui passent, comme Saint-Germain, comme d'autres, qui passent un temps en Grande-Bretagne de l'époque, et qui ensuite sont à Auxerre, et puis voilà, sont des diplomates, et des grands seigneurs, mais moins attachés au terroir que ne le seront plus tard les maisons de Toucy et ces maisons féodales qui, elles, seront enracinées plus profondément. Donc voilà un début de réponse aussi. D'abord une genèse industrielle, puis une existence politique religieuse en Puisaye.